Alors, la notion de durable, j'espère que ça va pas t'apparaître comme compliqué et tu vas pas penser que je suis un fou et que je suis allé trop loin, d'accord? Mais j'aime bien comprendre de façon globale les choses, comme tu me connais. Donc, ce que j'ai fait, c'est que lors de mon enquête sur ce que voulait dire la notion de renouvelable, donc qui voulait dire durable et responsable, la notion durable, j'ai essayé de comprendre ce que ça voulait dire dans la tête des gens qui avaient marqué ça. En termes de normes, la norme, elle n'est pas faite pour toi. Elle est faite pour des enjeux globaux, des enjeux internationaux, des enjeux nationaux. Et du coup, ça m'a obligé à essayer de déterminer c'était quoi ces enjeux nationaux ou internationaux et pourquoi. Parce que en fonction de ce que va faire l'État ou tous les États du monde, du coup, ils vont eux bosser sur un certain type d'énergie. Et moi, à mon échelle, j'ai plus qu'à compléter. C'est pour ça qu'on parle de toi comme étant une énergie contributive. Et puis, forcément, toi, tu vas pas construire une centrale nucléaire dans ton jardin. Donc, si quelqu'un d'autre qui s'en charge, l'État, moi, à mon échelle, il me reste quelle source d'énergie à exploiter? Ensuite, l'État, s'il décide, par exemple, de replanter des arbres partout, tu dis, ah super, alors moi je vais investir dans du bois parce que l'État a fait son rôle de replanter des arbres parce que ça fait partie de la stratégie globale. Si maintenant il a décidé qu'on devait couper tous les arbres parce que c'était ça le matériau qu'il fallait le plus utiliser, mais on sait qu'à un moment donné il va plus en avoir. On se dit, ça va pas le faire, je sais que dans 20 ans il y a plus d'arbres, donc je vais pas investir dans les arbres. Donc je vais miser sur un plan autre. Du coup, j'ai fait une frise qui m'a permis, je vais te l'expliquer vite fait, si tu me permets de me laisser 2-3 minutes, ce qui me permet de comprendre les périodicités de renouvellement du type d'énergie qu'ont changé le monde. Comme ça, je me suis dit, ça veut dire que à partir de ce moment-là, ils ont prévu d'utiliser telle énergie, parce que telle énergie, il n'y en avait plus. Du coup, autant miser là-dessus, parce que je sais qu'elle sera disponible. Parce que eux, si je sais comment ils pensent, je saurais les devancer. Et du coup, je saurais faire un meilleur choix d'investissement avec mon argent. Je l'investisse pas deux fois. Du coup, je vais t'expliquer globalement l'histoire de l'énergie, ce qu'ils ont prévu dans la nouvelle norme, que ça va avoir comme conséquence pour le futur. Parce que là, toi, je sais pas quel âge tu as, parce que si je parle à quelqu'un qui s'intéresse à ça, c'est quelqu'un qui a un genre de primo-accédant, donc on va dire que c'est entre 35 et 45 ans. Ce qui se passe, c'est que si tu vises à 50 ans minimum, dans 50 ans, tu en auras 85, donc c'est les durées moyennes de vie, donc ce qu'on appelle à l'échelle humaine, tu dis, sur les 50 ans à venir, comment ça va se passer? Du coup, il se trouve que la stratégie du GIEC, les COP25, les COP machin, etc., dans la notion de durable, ils ont pas mis de date, ils ont pas mis de durée. Donc il a fallu que je détermine moi-même quelles sont les périodicités de renouvellement du type d'énergie exploitable et exploitée en général pour savoir si on va tomber bon. Et du coup, est-ce qu'ils ont prévu le coup d'après? Parce que des fois, par exemple, là, actuellement, ils te parlent de la fusion nucléaire. Ils savent qu'ils sont en train de travailler dessus, mais ils savent pas quand est-ce qu'ils vont aboutir et que ça sera exploitable. Donc, en attendant, ils savent qu'ils vont te proposer d'autres choses à exploiter. Donc, toi, tu as ton quotidien à gérer et tu vas construire ta maison sur cette base, ce qui est disponible actuellement. Mais tu vas peut-être prévoir le coup d'après. Donc, du coup, je vais t'expliquer globalement ce qui s'est fait avant. Je vais te dire l'état des choses, on va faire un état des lieux de ce qui est disponible actuellement maintenant, sur quelle période, et donc actuellement, ce que tu devrais faire dans ta maison énergie positive, c'est-à-dire les choix stratégiques, parce que tu vois, j'ai fait ça en 3 niveaux. Les choix stratégiques à faire dans le choix de ta maison énergie positive. Est-ce que tu dois investir dans la géothermie, ou plutôt dans le solaire, plutôt dans l'éolien, plutôt dans le bois, d'accord? Et en fonction, toi, du coup, tu vas pas construire n'importe quoi, n'importe comment, d'accord? Et ça dépend aussi où tu habites. Donc du coup, j'ai fait une stratégie au niveau mondial, parce que ça c'est pour sauver tout le monde, sauver tout le vivant, au niveau d'un État, parce que si l'État s'occupe d'une certaine partie, toi tu t'occuperas d'autre chose, et au niveau de toi, ce qui est disponible et quelle va être ta stratégie. Donc je vais te recommander 2-3 petites choses. Et je vais surtout t'aiguiller pour que tu fasses les meilleurs choix, parce que c'est pas moi qui fais les choix. Je te dis ce qui se passe, ce qui est, et comment tu dois essayer de trouver la bonne solution, le bon choix pour toi, pour ta propre maison. Ok ? Commençons par le commencement. C'est bien dit. D'accord ? Parce que celui qui contrôle le passé contrôle le futur. George Orwell, 1984. Ok ? Qu'est-ce que tu veux ? Nous, on est artisans de compète maintenant. Tu sors de là, les bricoleurs, c'est les scientifiques de demain. Dans l'histoire d'énergie, jusqu'en 1760, on a utilisé ce qu'on appellerait le bois. D'accord ? Pour faire un sillon, avant, il fallait des bœufs. D'accord ? Pour moudre du grain, il fallait un moulin. D'accord ? Il n'y avait pas de l'énergie telle que tu entends le mot énergie, telle que l'électricité. C'était l'énergie mécanique et c'était surtout activé par une force physique, ok ? La durée pendant laquelle c'est exploité, c'est genre des milliers d'années, ok ? Mais pendant 100 ans, on a exploité le charbon. Donc tu te rappelles, on disait les machines à vapeur. L'arrivée du pétrole 100 ans plus tard a permis
énergie liquide. Donc tu vois, il y a une redondance là. Tu vois que pendant 100 ans, on a trouvé une énergie, on l'a exploité. Le pétrole, pendant 100 ans, on l'a trouvé et on l'a exploité. Mais on a continué d'exploiter le charbon en même temps que le pétrole. Tu as entendu parler de Nikola Tesla. Trouvé le moyen d'exploiter l'électricité, c'était vers 1885. En 1954, on a trouvé le moyen d'utiliser l'énergie nucléaire et d'en faire une ressource qui était utilisable en termes d'électricité. Donc on vient d'avoir 2 périodes de 100 ans. Du coup, on se dit, la prochaine période sera peut-être 100 ans. Eh ben non. Il a fallu juste 30 ans quand on a découvert l'énergie nucléaire pour découvrir la possibilité d'utiliser l'éolien, puis 20 ans supplémentaires pour utiliser le solaire. Mais quand je te dis ça, c'est pas « Oh, on connaissait ça avant ». Non, c'est exploitable de manière générale sur la planète, de façon globale, d'accord ? À grande échelle. C'est à chaque fois qu'on parle d'exploitable, c'est à grande échelle, d'accord ? Nous, on est en 2022. Le plan, c'est de faire ce qu'on appelle un mix énergétique. C'est-à-dire que la population mondiale a monté en même temps. Donc les besoins ont monté en même temps. Du coup, au fur et à mesure qu'ils faisaient des découvertes, ils cumulaient l'exploitation de cette nouvelle ressource avec l'ancienne ressource. Sauf que maintenant, on a un point de bascule, on est en 2022, on a un point de bascule où, comme tout le monde te le dit, et que tu le sais, du pétrole, il va plus en avoir, du gaz, il va plus en avoir, du bois, faut arrêter de l'exploiter. Pourquoi ? Parce que c'est pas une ressource infinie, d'accord ? Parce que la population monte, les besoins montent, mais à un moment donné, comme je te le disais précédemment, on peut pas surexploiter cette ressource, donc il va plus en avoir, donc maintenant il va falloir la préserver plutôt que l'exploiter. Et donc il nous reste cette possibilité de mixer tout ça pour faire face aux besoins, en attendant mieux. Et du coup, dans la notion de durable, pour eux, j'en ai fait une définition. En attendant mieux, il faut que le choix de la source d'énergie à exploiter et ses moyens de captation, de conversion, de transport et d'utilisation soient en accord avec la possibilité de la fabriquer, de la rendre disponible en quantité suffisante et fonctionnelle. Voilà, c'est une notion de temps un petit peu aléatoire. En gros, si je te prends l'exemple de l'énergie solaire. L'énergie solaire, c'est super, elle est là, elle est à volonté. Sauf que toi, les panneaux solaires ou autres systèmes qui servent à capter ça, d'accord ? Donc du coup, ça c'est une ressource finie. Donc quand il n'y en aura plus, tu pourras plus la capter. Donc tu pourras plus t'en servir. Donc tant que ça c'est disponible, tant que c'est possible parce que les ressources de base sont là, ça va. Les batteries ensuite pour les stocker, parce que tu peux pas l'utiliser en direct, faut que tu puisses le stocker pour la redistribuer. Quand tu n'as plus la possibilité d'avoir de batterie, t'as toujours le soleil, mais t'as pas le moyen de l'utiliser. Voilà. Ensuite, tu dois la cheminer jusque chez toi. Donc tu vas à l'électricité, c'est-à-dire on a des câbles faits en cuivre. C'est aussi un produit fini. Donc quand il y aura plus de cuivre, tu pourras plus t'en servir. Tu vois ? Donc on part d'une certaine logique, mais est-ce que c'est exploitable dans le temps encore cette situation ? D'accord ? Donc il faut miser sur cette stratégie plutôt de mix énergétique selon eux, parce qu'ils savent qu'une partie des ressources va disparaître. Donc l'objectif là, c'est que la maison à énergie positive, c'est le plan pour jusqu'en 2050 ou 2070. Et donc ce qui va être disponible pour toi, mais au niveau mondial et pas au niveau local, ça va être le nucléaire, le pétrole, le charbon, le bois, l'éolien, le solaire et quelques autres ressources, d'accord, qu'on listera peut-être plus tard. Donc toi, la stratégie qui t'est proposée pour chez toi, c'est un mix énergétique. Maintenant que tu as compris, j'espère que tu as compris ma prise là, d'accord ? La stratégie des États, c'est-à-dire, nous on est en France, je suis désolé pour les autres, mais c'est à peu près la même chose. Pas tout à fait, mais bon, l'idée est là. Les pays vont investir pour que tu aies de l'électricité qui est dans ton réseau, parce que pour l'instant, tu n'es pas dans l'autonomie. La maison énergie positive, même si la maison Mayada tire vers l'autonomie, toi, c'est pas la stratégie de demain que tout le monde soit autonome. C'est plutôt que tu aies toujours une ressource principale qui dépendra de l'État et que toi, tu sois une énergie contributive. Parce que toi, tu vas faire la différence pour soulager les choses et pour être sûr qu'en cas de défaillance du réseau, tu aies toujours le minimum pour vivre, ok ? Pour faire face à tes usages, le quotidien, le strict nécessaire. Du coup, on se demande que font les États ? Sur quoi ils misent eux ? Pour savoir, moi, eux, s'ils s'occupent de ça, moi, je m'occupe de quoi ? D'accord ? À mon échelle. Donc, en France, on a du nucléaire. On a du solaire, parce que ça, c'est disponible pour tout le monde. Quel que soit le pays, quel que soit le lieu. On a l'énergie marine, parce que nous, on a des côtes. D'accord ? Il y a les côtes françaises, on a des îles, etc. Merci à Odomtom, etc. C'est eux qui nous permettent d'avoir la disponibilité de l'énergie marine, parce que tu connais la stratégie, la propriété. C'est que si tu possèdes une île, et qu'elle appartient à l'État français, par exemple, autour de cette île, ça appartient à la France. Donc l'énergie que tu peux avoir issue de la mer dans cette zone-là, ça appartient à la France. Donc, du coup, on a une grosse surface marine exploitable. Il y a l'éolien. D'accord ? D'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait les éoliennes offshore et aussi terrestres. Ok ? Les nouvelles tech, la capacité, nous, dans notre pays, d'avoir l'exploitation des nouvelles technologies qui permettront de trouver l'énergie de demain. Donc, on a ça qui est disponible.
Du coup, toi, face à ça, maintenant tu sais ce que l'État il a de disponible et ce qu'il va exploiter. Nucléaire, solaire, etc. Bah si EDF, bah je m'appuie dessus, bah moi chez moi il me reste quoi? Il me reste le solaire, il me reste l'éolien, il me reste la géothermie, éventuellement la biomasse. Donc j'ai évalué les sources d'énergie et ce qu'elles faisaient et comment les capter et sur quelle période. Par exemple, si je te dis tout le monde mise sur l'énergie solaire, super. Mais les panneaux solaires ça marche le jour quand il y a du soleil. Mais la nuit, tu fais comment? Parce que imagine que demain, t'as pas de batterie pour stocker. Parce que comme on a dit, tu stockes pas chez toi, tu rejettes dans le réseau. Ça veut dire que la nuit, quand tu as besoin d'énergie, tu comptes sur l'énergie du réseau. Donc le solaire te permettra, si tu fais une réflexion où toi tu comptes toujours sur le réseau principal et tu vises pas l'autonomie, bah tu fais qu'un complément en fonction de tes besoins pour alléger ta facture, tu miseras sur le solaire. Mais le solaire, tu n'oublies pas qu'on dépend d'une ressource finie, comme on a expliqué précédemment. C'est-à-dire qu'à un moment donné, peut-être que physiquement, il n'y aura plus les éléments pour construire le panneau solaire, pour le renouveler quand il sera plus en bon état. Ok? L'éolien. Donc l'éolien, juste au niveau d'une maison, ça fonctionne. Donc une éolienne dans le jardin, bien placée, et si c'est toléré par ton voisin, parce que n'oublie pas qu'une éolienne dans ton jardin, ça fait du bruit. Donc ça peut ne pas être adapté parce que ça peut causer du bruit de voisinage. Les grosses font du bruit, mais les petites aussi. Ça fait un bruit qui est stressant, d'accord? À vous, moi je stresse tout le temps quand j'entends ça. Bon ben imagine, pour ton voisin ça peut être dérangeant, donc selon ta situation c'est bien d'en mettre une, mais t'as toujours, comme on dit, une étude d'impact à faire, d'accord? Mais c'est une bonne solution. Mais par contre, l'énergie éolienne dépend du vent, donc c'est une énergie intermittente. C'est-à-dire c'est que quand il y a du vent que tu vas produire de l'énergie. Donc ça complétera peut-être avec le solaire, parce que l'avantage de l'éolien par rapport au solaire, c'est que le solaire dépend le jour de cette énergie et la nuit peut pas en produire, sauf que toi le vent. Il peut aussi en avoir la nuit. Donc si tu as une éolienne, tu peux aussi avoir de l'électricité la nuit. Ensuite, la géothermie. Ah là, les géothermies par contre, elle est permanente. Pourquoi? Parce que la température de la Terre sur l'exploitation de l'énergie venant de la Terre, elle est faite à une certaine profondeur qui correspond à une température stable de la Terre, que ce soit le jour, la nuit, l'hiver, l'été, etc. Donc elle est exploitable dans la durée, facilement. D'accord? Donc du coup, la géothermie est un moyen à long terme parce que c'est une source inépuisable. Donc du coup, ben, tu te dis, ben, la géothermie peut faire un complément aussi bien le jour que la nuit, que en toute saison, avec le reste. Donc si tu vises une autonomie dans ta maison, comme la maison Mayada, bon, ben là ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire un mix énergétique, la même stratégie que l'État. C'est-à-dire que tu vas mettre des panneaux solaires, une petite éolienne et peut-être de la géothermie, par exemple pour ton chauffage au sol. D'accord? Donc du coup, tu vas essayer d'avoir toutes ces solutions bis. En cas où une ne marche pas, j'ai une solution de secours. On dit toujours qu'il faut une solution A, une solution B, au cas où la première ne marche pas, et la solution C, c'est vraiment la solution de secours. Ok? Parce que ben il faut savoir jouer sur tous les tableaux. Dans la notion de la durabilité, il faut que tu mettes les moyens en place pour que toi, sur la durabilité qu'on a estimé qui était que le plan allait jusqu'en 2050 ou 2070, en attendant de trouver mieux, bah toi, ça va se passer d'ici 30 ans ou 50 ans. Donc toi, pendant 30 ans ou 50 ans, tout ce que tu vas mettre en place doit tenir le coup. Donc il vaut mieux miser sur plusieurs possibilités que sur une seule. Ok? Donc là, après, il n'y a plus que toi à allonger la liste. Ok? Et là, on a parlé que de l'énergie. Dans la maison énergie positive, il va y avoir tout ce qui va concerner la nourriture, etc. Mais là, concernant l'énergie et la définition du mot durable, en fait, le mot durable est un mot aléatoire. Il dépend des ressources qui vont être disponibles sur les 30 à 50 ans qui arrivent là, et qui sont potentiellement exploitable tout en étant raisonnable quand même, d'accord? Parce que c'est pas parce que c'est exploitable sur 50 ans ou 30 ans qu'on va aller au bout de l'exploitation après qu'il n'y en a plus. On doit aussi tenir compte d'une certaine préservation, il faut prévoir le coup d'après, d'accord? Parce que si jamais la solution qu'on trouve d'ici 30 ans ou 50 ans, elle est viable, comment on fait pour tout ce qu'on aura utilisé avant et qui sera plus là? Ça sera perdu. Donc s'il s'agit d'une ressource comme le bois, d'accord? Ben, on en a peut-être besoin encore des arbres. Donc si on a tout bouffé, ben, ça va être compliqué de tout replanter. Là, tu vois ma logique sur le mot de ce que entend durable. La notion de durable implique des choix stratégiques. Parce que pour durer, il faut bien calculer. Et pour bien calculer, moi, au résultat de ce calcul, c'était pour moi le mix énergétique qui était la meilleure solution. Parce que le mix énergétique, c'est un peu comme si tu avais la solution A, la solution B et la solution C qui fonctionnent en même temps. Et comme ça, à tout moment, il y en a un qui prend le relais de l'autre. Et à l'image de ce que dirait quelqu'un que je connais bien, la meilleure énergie,
c'est celle que tu ne consommes pas. Donc là, si on part juste de la partie, par exemple, production de chaleur pour ton chauffage, bah là, la meilleure énergie, c'est celle que tu produis pas, effectivement, puisque en fait, si tu isoles mieux, on avait parlé du fameux déphasage, tu te rappelles dans ma vidéo sur la fibre de bois, c'est-à-dire en visant un cycle parfait de 12 heures, bon, bah tu fais en sorte que la chaleur accumulée chez toi naturellement, par l'accumulation de la chaleur dans le matériau qui te sert de façade de mur, de dalle, de toiture, peu importe, fasse en sorte que ben, toi, il te restitue cette chaleur la nuit pour pas que tu consommes, et que la journée aussi bloque la chaleur pour que tu restes au frais chez toi à une température stable. Donc du coup, ben là, tu fais pas appel à un chauffage ni électrique, ni au pétrole, ni au bois, ni à quoi que ce soit. Tu n'as pas de chauffage chez toi. Il faut penser l'architecture de tes locaux maintenant différemment. Si tu veux voir de façon durable, ben, faut pas consommer en fait, mais tout en bénéficiant du même confort. Et ça passe par la qualité et le choix des matériaux que tu vas utiliser. Donc il n'y a pas que la fibre de bois qui fait ça, on le verra dans la continuité du développement de la vidéo et du projet Mayada. Il y a d'autres matériaux qui permettent d'obtenir des déphasages, donc des changements de phase, du chaud au froid, du froid au chaud, dans une certaine périodicité, sur un certain temps donné. Donc comme je te disais là, un cycle par exemple de 12 heures, 14 heures, peu importe, mais sans avoir besoin de technologie, sans avoir besoin de consommer quelque chose, voilà, mais tout simplement en respectant un genre de cycle naturel. Donc là, ça va être important, peut-être tout simplement d'arrêter de consommer, mais juste de construire différemment. C'est le principe des Earthships qu'on aborde aussi avec Samia dans la vidéo. C'est le principe des maisons de demain qui sont faites à base de matériaux de réemploi. Voilà, c'est une façon de penser différente qui est tout aussi fonctionnelle, mais qu'on n'a pas l'habitude dans notre vie de consommateur, et la stratégie industrielle qui a été de nous vendre des usages immédiats et qui sont basés sur de la consommation et de la production, parce que ça, forcément, ça rapporte. La maison de demain part du principe que si toi, tu vises, par exemple, ton autonomie, faut que ça rapporte à toi, d'accord? Pas à une économie parallèle. Il faut que ça te rapporte à toi, dans le temps, dans la durabilité, ok? Et c'est la même idée qu'on a quand on parle du puits canadien. Tu connais le principe du puits canadien? C'est que c'est un trou qu'on fait à l'extérieur de la maison, qui fait que l'air circule dans la Terre à une certaine profondeur, et comme la Terre à une certaine profondeur a une température stable, ben la Terre, l'air qui passe dedans, genre il est à moins 2 degrés, il passe dans ce conduit, il va à une certaine profondeur dans la Terre, et en circulant là, il prend la température du lieu, donc genre peut-être 12, 13 ou 14 degrés. Et après quand ça rentre chez toi, ça te fait une température de 14 degrés, pas 2 degrés. Donc imagine chez toi que t'as pas de chauffage et que ton seul chauffage, c'est le puits canadien. Eh ben, imaginons que chez toi, en période de froid, il fait peut-être 2-3 degrés parce que c'est mal isolé. Eh ben, c'est comme si tu apportais de l'air chaud à 14 degrés. Entre la différence de température, tu peux considérer que c'est de l'air chaud. Donc, cette source de chaleur, cette source d'énergie, elle vient sans exploiter le lieu, puisque c'est juste une circulation de l'air, et c'est l'air qui est considéré comme étant une source de chaleur, une source de calories, une source d'énergie. D'accord? Donc là, pareil, il y a zéro consommation. C'est un cycle naturel qui est infini quelque part, parce que ben, si on change pas trop le climat, entre guillemets, il n'y a pas de raison que ça arrive. Et au pire, si le climat change parce qu'il se réchauffe, et ben en passant dans ce puits, tu auras plus d'air chaud chez toi, donc tu as encore moins de raisons valables d'allumer le chauffage. Je sais pas, je dis ça comme ça, mais voilà, c'est vaut mieux en rire qu'en pleurer, comme dirait l'autre. Bon alors, t'as souffert. Je suis obligé de faire une fiche supplémentaire, hein. Tu te doutes bien que durable, là, bon, vu le temps qu'on a passé ensemble, ça correspond pas, donc durable. On va en faire un petit résumé plus compréhensible, on va synthétiser tout ça, hein. On n'est pas parti partout finalement, on a eu une explication un petit peu large, c'était conceptuel, mais on est retombé sur nos pattes, tu vas voir, c'est simple à retenir. La notion de durable, en gros, c'était une notion aléatoire parce qu'ils n'ont pas donné de date. Pourquoi ils n'ont pas donné de date? Du coup, on a fait une tentative de compréhension. C'est parce qu'en fait, ils ne savent pas quand est-ce qu'ils vont trouver la solution. Donc, dans ce cadre, on a fait une étude de la frise chronologique de l'évolution et de l'exploitation de l'énergie depuis sa fondation dans le monde. Et du coup, on a raisonné ensemble, ce qui nous a permis, grâce à l'étude du GIEC que je t'ai proposée, là, qui nous permettait de voir ça correctement, grâce aux données qu'on avait, il nous a permis d'avoir une conclusion qui était que on devait faire un mix énergétique pendant les 30 ou 50 ans à venir, donc durable, 30 à 50 ans. Et un mix énergétique, c'est pour être sûr de tenir le coup jusqu'au bout. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de solution unique, parce qu'en fait, elles sont toutes épuisables finalement. Et s'il y a un problème, au moins on résout le problème avec une autre. Du coup, on a fait plusieurs propositions, c'était pour l'électricité et pour le chauffage, c'était la principale source d'énergie utilisée chez toi. Donc du coup,
On détermine ce qui était disponible grâce à une étude qu'on a faite grâce à la stratégie des États, et du coup ce qui était disponible aussi chez toi par rapport à ton propre habitat à toi. Mais on devait voir large parce que les commissions européennes et tout ça, ils voient toujours large, et c'est par rapport à la stratégie des États qu'on parle. Et après, moi, on a fait une application pratique par rapport à ce qui est disponible chez toi, mais au moins on a cerné le sujet à fond. On est d'accord, hein? Donc là, il y avait pour chez toi solution, plan A, plan B, plan C, et on devait faire en sorte d'avoir une mixité entre ces trois-là. Solaire, éolien et éventuellement les énergies fluviales, pour ceux qui ont une petite hélice avec une petite rivière disponible ou un moyen de production qui utilise ce genre d'hélice. Les agriculteurs par exemple me comprendront parce qu'ils en utilisent régulièrement, ce genre de choses. C'est une solution C aussi vachement intéressante. C'est le principe du moulin à eau en gros. Ensuite, pour le parti chauffage, je t'ai proposé d'avoir une isolation renforcée parce que c'était à moindre coût. Tu prends l'isolation et tu la renforces avec le budget que tu avais prévu de mettre dans ton chauffage. Résultat des cours, c'est total, c'est grâce à un déphasage renforcé, mais il n'y a pas d'entretien dans le temps. Donc la durabilité est géniale. Et puis toi, ça te simplifie finalement le fait que tu n'as pas exploité une ressource. C'est juste que tu as renforcé la ressource que toi tu utilisais déjà d'origine dans ta maison. Donc c'est juste qu'au lieu de mettre 120, tu passes à 180. Voilà, entre guillemets quoi, c'est ça l'idée. Ensuite, on couple ça avec la géothermie. Il y a plusieurs formes de géothermie. La géothermie pour faire ton chauffage au sol. Et aussi la possibilité de coupler un puits canadien. Ce que je te propose. Moi, je te propose un déphasage renforcé et un puits canadien. Pour moi, c'est une super combinaison. D'ailleurs, dans d'autres pays que la France, c'est ce qu'ils utilisent depuis des années. Et ça marche excellemment bien. Ok. Et puis provençal, puisqu'on a vu que l'appellation, c'était juste qu'en fonction de la saisonnalité, c'était soit une appellation ou l'autre. Voilà. C'est juste si c'est chaud ou froid. Mais c'est le même trou d'air qui passe. Ensuite, l'architecture adaptée. Donc on en a parlé des Earthships. Plus tard, je vais te parler de la maison à 360 degrés, de l'héliosphère, et puis bien sûr de la maison Mayada, qui est un concept aussi qui réunit un petit peu tout ce qu'on va trouver dans cette vidéo, parce qu'en fait, ils ont fait un gros résumé. Ok, c'est bon ? Bon allez, on poursuit.